À ma droite, je vous présente Michel Blondin. Michel Blondin, qui est un historien, qui a préparé une thèse sur le bureau des opérations aériennes en région sud D, en région D, qui habite à Dijon, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Michel Blondin, qui connaît très très bien les archives du bureau Résistance, qui est un habitué, et qui va nous parler du statut des agents des forces françaises combattantes et nous expliquer plus précisément le décret 366 du 25 juillet 1942 et les archives qui concernent justement, enfin, qui relèvent de ce décret. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Tout à l'heure, j'ai titillé Frédéric avec les listes des officiels, mais je dois dire à Frédéric, pour me racheter, qu'il m'a fait un formidable plaisir quand il m'a demandé d'intervenir dans le cadre de cette journée, parce que de formation, je suis un historien du droit, et cette occasion, pour moi, si vous voulez, c'est de vous parler d'un texte de droit extraordinaire, je vais vous expliquer pourquoi, et en même temps de montrer la traduction, si je puis dire, de certaines dispositions de ce texte dans la vie de la résistance, et vous montrer et vous donner l'envie d'aller dans les archives pour retrouver ce qu'un texte de droit a fait naître. Alors c'est pour ça que j'ai intitulé mon intervention du décret 366 du 25 juillet 1942, décret 1942, de ce décret à la série 28P11. Je dis décret 1942, signé du général de Gaulle. Ce n'est pas un décret publié à Paris. Il a été élaboré à Londres, il a été introduit en France occupée, clandestinement. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il a été connu? Qu'est-ce qu'on en a fait? Dans quelle mesure? Et la réponse est, il a été introduit en France, on en a fait quelque chose dans une certaine mesure. Et c'est ça que je vais vous montrer. Vous voyez, c'est un texte de droit extraordinaire parce qu'il vient de l'étranger, du droit français, qui est encore valable aujourd'hui. C'est un texte de notre droit positif, c'est-à-dire du droit du moment. Il a été élaboré à l'étranger par un organe qui n'est pas un organe étatique. Les décrets, quand on appelle un texte décret, ça a un sens aujourd'hui. Vous voyez? Parce qu'autour du général de Gaulle, vous avez bien évidemment des militaires qui vont se battre, qui vont faire le combat armé, la résistance, il y a une dimension armée, mais vous avez aussi des juristes. Vous avez René Cassin, qui arrive en juin 1940. Ce matin, ça m'a fait plaisir parce que quelqu'un a parlé de René Pleven. Eh bien, vous avez une équipe de juristes qui va être chargée par le général de faire son travail dans des circonstances particulières. René Cassin a écrit un livre, il l'a intitulé « Les hommes partis de rien ». Il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de bibliothèque à Londres, on n'a pas de journal officiel, on n'a pas les formulaires pour rédiger. Mais ces gens, ils vont s'impliquer et ils vont le faire. Et ce qu'ils ont fait, encore une fois, c'est dans notre droit aujourd'hui. C'est parce que ces textes-là existent que Éric a pu faire son intervention, voyez, et qu'ici on a travaillé. Alors, les textes. Moi, je suis juriste de formation. Les textes, j'aime bien en parler, mais vous voyez, les juristes, ça ne retient jamais un texte de droit par cœur. Mais ça sait le retrouver. Il faut qu'on le retrouve. Et cet après-midi, je veux vous aider à retrouver ce texte. On y va, Richard, avec la photo numéro 1. Alors, j'ai fait la vérification hier pour savoir si ça marchait encore. Je vais sur le site du ministère de la Défense. Oui, ministère de la Défense. Je trouve une case, mot-clé. Qu'est-ce que je tape? BOEM. Parce que c'est un raccourci, pour moi ça va plus vite. Ça veut dire bulletin officiel édition méthodique. C'est le bulletin officiel des armées. Vous arrivez à lire, hein? Voilà, voilà. Et puis, donc, en tapant ça, on a une réponse qui nous dirige sur bosga-défense.gouv.fr. C'est le secrétariat général pour l'administration. On clique là-dessus et on trouve
une rubrique accès, base de données. En bas à gauche de l'écran, faites s'asseoir. 3 bases de données sont proposées, accès BDoc, accès texte, accès BOEM. Je clique sur accès BOEM. Je trouve BOEM, c'est une arborescence qui est ici. Donc, 02, le personnel. Personnel militaire, les résistants, enfin, certains types de résistants, certains résistants. 20, dispositions générales intéressant le personnel militaire. 203, c'est une subdivision décimale, combattants de la résistance. 203.1, dispositions communes, je passe. 203.2, dispositions particulières. Et Eric était là-dedans. 203.2.1, forces françaises libres. 203.2.2, forces françaises combattantes FFC. Et il y a 5 textes rattachés, dont le décret 366 du 25 juillet 1942. Une circulaire d'accompagnement et d'autres textes. Et puis on descend, on a le statut des FFI, de la RIF, etc. Ces textes-là, il faut que vous les lisiez, il faut que vous les connaissiez. Alors c'est du droit positif, c'est-à-dire c'est du droit d'aujourd'hui, si vous voulez. Mais depuis 70 ans à peu près, le droit a évolué. Donc si vous voulez savoir quelles étaient les conditions à réunir en 1955, il faudrait retrouver le texte applicable en 1955. Mais beaucoup de textes, notamment le fameux décret, lui, n'a pas bougé. Vous voyez ? L'histoire du droit peut être au service de l'histoire en général. Appuyez-vous là-dessus. N'apprenez pas par cœur. Alors, ce texte qu'on trouve aujourd'hui sur le site, il a été introduit clandestinement en France. C'est la photo d'après qu'une famille m'a permis de... non, c'est la 3e photo peut-être. Richard va la passer maintenant. Ça s'y prête mieux. Voilà. Ça, c'est une famille, c'est la famille de Pierre Jolinon, qui était un DMR. J'ai rencontré le fils, il m'a photocopié cette microforme. C'est le fameux décret, sa circulaire, et puis la déclaration dont on parlera tout à l'heure et le questionnaire signalétique, qui ont été introduits sous cette forme de microfilm. Sinon, on peut trouver des versions papier, je pense qu'on en avait vu un au bureau Résistance avec Frédéric, qui ont pu être mises avec le courrier que Londres faisait parvenir à la France. Vous voyez ? Donc alors ces textes, à qui sont-ils destinés, ces textes de droit ? Ils sont destinés aux chefs des réseaux qui sont en relation avec l'état-major du général de Gaulle, pas les réseaux Buckmaster. Et puis ceux qui veulent fonctionner de manière indépendante, je pense comme le réseau Alliance, ne reçoivent pas le décret, en tout cas pas au début. Mais on va trouver le réseau Ajax qui le reçoit, c'est facile de le prouver, tout à l'heure je vous montrerai, le réseau Action D, qui organisait les parachutages clandestins dans ma région, Dijon et enfin au sens large du terme, et puis les réseaux de renseignement militaire, vous voyez. Donc ces textes arrivent, et qu'est-ce que prévoit ce fameux décret ? Quelque chose qui peut-être vous échappe, c'est la possibilité de s'engager clandestinement. Le texte arrive clandestinement, et il propose de faire un engagement clandestin. Ça, ce sont des actes de résistance qui ont été conçus par des juristes. Alors, comment faire pour s'engager clandestinement ? Il ne suffit pas de remplir un formulaire en se cachant des Allemands, parce que les Allemands ils pourraient tomber sur le formulaire ou la police française. Alors, le décret prévoit la chose suivante. Celui qui s'engage, il est en contact avec son chef de réseau, il va prendre une feuille de papier ordinaire, il va écrire de sa main un texte anodin, n'importe quoi. Il va déchirer la feuille de papier en deux, il va en garder la moitié et il va remettre l'autre moitié au chef de réseau. À charge pour lui d'acheminer, le chef de réseau, ou de faire acheminer ce document jusqu'à Londres. Mais ça ne suffira pas, il faudra un deuxième document, le questionnaire signalétique. Vous voyez ? Et ces documents, alors c'est extraordinaire Patricia, parce que le même jour, j'ai appris comment ça s'appelait. Vous et le directeur des archives départementales de la Côte d'Or, quand j'ai décrit le document que j'avais trouvé, on m'a dit c'est un chirographe. C'est un terme d'archivistes, de gens qui font de la diplomatique médiévale, etc. Les juristes, on ne connaît que les créanciers chirographaires.
mais j'avais jamais entendu parler de chirographe. Maintenant, c'est adopté et je pense qu'il faut que vous reteniez ce mot-là. Quand vous en trouverez, vous appelez ça des chirographes. En grec, chiro, la main, graphe, écrire. C'est comme manuscrit, mais au lieu que ce soit du latin, c'est du grec qui était l'origine de ça. Vous voyez, parce que la technique était connue au Moyen-Âge. On prenait un parchemin, on écrivait des formules pieuses, on le déchirait en 2 si on était 2, on le déchirait en 3 si on était 3, en 4 si on était 4, etc. Et puis il arrivait un moment, on recollait tous ces morceaux et puis on avait l'authentification, que c'était bien les bons possesseurs ou ce qu'on voulait. Vous voyez, chirographe. Ici, dans ce château, vous en avez, je pense, à peu près 4000. Chirographe. Ça veut dire qu'il y a une réponse en France à la demande faite par l'état-major du général et ses juristes, et ce que ces juristes avaient conçu, 4000. Je vais vous en montrer tout à l'heure, parce que j'aurai mon intervention, je ne vais pas la faire trop longue, mais j'ai préparé un certain nombre de photos, j'en ai 200, mais on ne les verra pas les 200, qui montreront beaucoup de documents, mais notamment celui-là, parce que pour moi, c'est un document extrêmement important. Vous voyez, j'en ai la voix qui tremble, parce que moi, ça m'a ému quand j'ai trouvé ça. Pour certains, la résistance, c'est la stène qui crache, si vous voulez, au coin d'un bois. Pour d'autres, c'est celui qui saute en parachute dans la nuit. Pour un juriste, j'ai aussi beaucoup de respect et d'admiration, si vous voulez, pour les possesseurs de stènes et ceux qui faisaient les parachutages. Mais pour un juriste, c'est émouvant, parce que vous avez un document qui a plein de significations. C'est à la fois un document juridique, un document administratif et puis un document émouvant, qui a une dimension affective. Parce que ce texte, le résistant, il l'a choisi. Parce que ce document, il a traversé la Manche et il nous est revenu. Voyez ? La première fois que j'ai vu un bout de papier déchiré, je n'ai pas compris. La deuxième fois, la troisième, je me dis tiens. Puis après, je suis revenu en arrière, parce que là, je me dis, il y a une série. Et c'est quand j'ai lu la circulaire qui accompagne ce décret que j'ai compris. Je me suis dit, tiens, ça, c'était quelque chose qui était organisé, et ce que tu trouves, c'est le résultat d'une organisation. Alors, le chirographe, il ne suffit pas. Le décret est accompagné d'une circulaire qui va mettre en place les détails. Et parmi les détails, la circulaire dit il va falloir remplir un questionnaire signalétique qu'on appelle QS. À Londres, on a fait une liste de 25 questions, pareil, acheminées clandestinement. Et il faudra répondre à ces 25 questions. Elles seront les mêmes du début jusqu'à la fin et toujours dans le même ordre, pour qu'on ne perde pas de temps à les numéroter, à leur mettre un titre, etc. Vous voyez, l'opérateur radio, celui qui les remplissait, il remplissait rapidement, le plus vite possible, et l'envoyait. Questionnaire signalétique. Alors, la première, il y a des 25 questions. On peut peut-être les passer, Richard. Alors, c'est tout à fait en bas. Ça, c'est la circulaire. On va trouver, voilà, ces 25 questions. Vous voyez, alors, la première, elle est en haut à gauche, indicatif du volontaire. Alors, on suggère évidemment que ce soit codé parce qu'il y a des dangers là. Le sexe, si l'opérateur radio veut gagner du temps, il ne codera pas. La date de naissance, lieu de naissance, nationalité, grade, active ou réserve, arme, date de nomination, rallié au FFC à compter du. Ça c'est plus ou moins important. Situation sociale, on a souvent là les professions, ce qui permet si on fait un dépouillement systématique, de voir qu'une profession peut se retrouver assez bien représentée au sein d'un réseau. Situation de famille, nombre d'enfants vivants, etc. Ensuite, les personnes à charge. La catégorie proposée, la question 19, vous voyez, O, P1, P2, l'assimilation proposée, puis tout à fait à la fin, l'indicatif du chef responsable qui établit le présent QS. Voilà. Et donc, il est demandé d'acheminer ça de France vers Londres, par le moyen de son choix. Le chef de réseau peut remettre ça pour un courrier aérien ou pour un courrier maritime. Il peut aussi confier à l'opérateur radio le soin de transmettre. Et il est suggéré, conseillé, de transmettre le chirographe et le QS séparément, pour des raisons de sécurité. L'un peut arriver, pas l'autre. Voyez.
Et puis, si les Allemands mettent la main sur l'un, ils ne mettront pas la main sur l'autre. Donc, ils n'auront pas suffisamment pour identifier à coup sûr la personne qui est concernée. Alors, on n'a pas l'identité en clair, on a l'indicatif. On n'a pas encore beaucoup parlé des pseudos, des alias, des indicatifs. C'est extrêmement important. Bon, dans les maquis de l'été 44, dans la forêt, on va s'appeler le gros, le petit, Jean, le tigre, la panthère. Mais dès lors qu'on correspond au sein d'un réseau, on peut avoir plusieurs pseudos. Avec les copains, on se fait appeler le gros, le petit. Avec le chef, ça change déjà. Et pour Londres, ça va changer encore. Le gros, il va être en contact, par exemple, avec son chef qui s'appelle Belle. Londres sait qui est Belle. Le gros, il ne sait pas qui est Belle. Faites un rapprochement, si vous tombez sur des QS, tout à l'heure on pourra le faire, entre la question 1 et la question 25. Archiduc 1/2, il a pour chef archiduc 1. Et archiduc 1, ça peut être l'adjoint d'archiduc tout court. Ayez ce réflexe. Engrangez tous les pseudos que vous pouvez engranger. Tous. C'est fastidieux, mais c'est absolument capital pour entrer dans la vie des réseaux. Des réseaux de renseignement, des réseaux d'action. Tout ce qui est relié à Londres, c'est la meilleure des protections. Et ne dites pas, c'est une faute. Vous avez relevé que dans le temps, son pseudo, c'était Dupont. Vous l'avez écrit avec un T. Quand vous allez voir avec un D, dites pas, c'est une faute. Notez les deux. Parce qu'il peut se faire appeler Dupont au sein d'un groupe, avec un T, et se faire appeler Dupont avec un D au sein d'un autre groupe. Enregistrez-les tous. Si vous le faites par informatique, ça va être très très facile après dans votre documentation de vous promener et de savoir à qui vous avez affaire. Ça, c'est essentiel. Et à Londres, on a des idées sur des familles de pseudos qui permet d'identifier rapidement à qui on a affaire, au moins aux résistants qui on a affaire. Un saboteur, il va avoir comme indicatif... Quelqu'un sait? Un nom d'outil, c'est ça? Et un opérateur radio, Eric? Un peuple. S'il est à l'émission, mais s'il est au broadcast, à la réception seulement. Un nom de ville d'Afrique du Nord. Voyez? Il y a toute une série aussi de termes géométriques. Géomètre, pyramide, parallèle, rentrez là-dedans. Rentrez là-dedans, rentrez là-dedans, rentrez là-dedans. Ah, ça prend du temps. Mais si vous dépouillez des dossiers CSP, vous allez en trouver. Vous les notez. Sinon, on me fâche. On est dans le monde des services secrets. Ils ont voulu compliquer la vie à l'ennemi, mais ils nous la compliquent aussi à nous, historiens, aujourd'hui. Hein, et c'est leur rendre hommage que d'essayer de percer leur mystère. Des fois, on n'y arrive pas. J'ai un chirographe, il y a simplement Necker Iode pour le désigner. Un chirographe, un document. Necker Iode. Moi, je sais qui c'est. Mais quelqu'un qui n'a pas engrangé les pseudos... Enfin, je sais qui c'est aujourd'hui. Il y a 10 ans, je ne le savais pas. Et pourtant, c'est quelqu'un d'important. Vous voyez? Qui c'est? Quelqu'un sait qui est Necker et Iode? Jacques Bingen? C'est quand même pas n'importe qui. EX20. Qui est EX20? Ah, on commence à le savoir maintenant. Voilà. Mais il y a 10 ans, on n'était pas nombreux à le savoir. Hein, vous le voulez? Vous l'avez? Bon, si vous voulez, tout à l'heure, on pourra, parce que j'ai ma base de données sous les yeux, je pourrai répondre à ce genre de questions. Si vous avez un X, je pense que ça nous renvoie à Rex, à Jean Moulin. C'est certainement un adjoint. Vous voyez, il y a des logiques comme ça. Mais pour tromper l'ennemi, des fois, on casse la logique et on passe à une autre logique. Hein, parce que l'ennemi, il n'est pas bête, il comprend aussi. Il comprend. Peut-être Bidot, non? Non, c'est Fassin. Qui a été parachuté en Côte d'Or à côté de chez moi? La première fois. Et la deuxième? Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, parce que vous avez tout à fait raison.
Les pseudos, ils ont une durée de vie, les alias, les indicatifs, à durée limitée. Ça aussi, il faut le noter. Si vous dépouillez les câbles, on n'en a pas parlé ce matin, mais c'est très intéressant de dépouiller les câbles. Il y en a des milliers ici, c'est une mine là aussi, mais c'est compliqué pour rentrer dans les câbles. Vous avez quelquefois un câble qui va annoncer, par exemple la pyramide, qu'à partir d'aujourd'hui, il doit devenir hippopotame. Si vous le qualifiez d'hippopotame à une époque où il est pyramide, vous faites un anachronisme. Ça pullule dans les bouquins, redresser tout ce qui a été écrit précédemment. Jean Moulin, il est parex tout le temps. Il est parex partout. Notez. Il s'appelle comme ça, du temps au temps. Ah, c'est fastidieux. Mais c'est comme ça que vous rentrerez dans l'histoire des réseaux. Et puis, en plus, il y a l'intox. Ça, c'est... Ben oui, parce qu'on peut faire comprendre aux Allemands que on ne sait pas qu'ils ont compris, mais et on continue, mais on sait bien qu'ils ont compris. Et puis bon, vous voyez, ça peut se mélanger tout ça. Hein, faites attention, voilà, c'est pas que simple l'histoire de la résistance. Donc voilà pour nos textes. Ah non. Oh, on trouve quand même des. Par exemple, si vous allez dans... Ah mais c'est peut-être pas la version totale qui est en ligne. Petit à petit, on trouve, par exemple, pour CSP, il y a un inventaire. Alors celui qui est en ligne sur le site, il ne contient pas les pseudos, mais la version Bureau Résistance, elle contient des pseudos. Vous voyez. Alors oui. Pardon. Vous avez un instrument de recherche qui est accessible en ligne, qui s'appelle le 28P5. Ce sont les collections de messages échangés entre le BCRA et les agents en France occupée. Et donc, ce sont des messages qui sont classés par agent, et donc avec le pseudonyme qui apparaît. Et dans la table, on a fait une table de concordance en essayant de préciser pour chaque agent l'identité réelle. Donc, ça a été un travail un peu long, fastidieux. Michel nous a bien aidé, je dois dire, parce que parfois c'était pas évident. Et donc, on arrive quand même à identifier un certain nombre d'individus, même si effectivement, comme tu l'as souligné, des agents peuvent avoir plusieurs pseudos. Donc c'est pas toujours très évident, mais là pour ce qui concerne ce fonds, on a réussi à avoir une vision assez claire quand même des personnes concernées. Donc je pense que j'ai à peu près épuisé ce que j'appelle ma première partie. Vous sensibilisez à l'existence de ce décret, vous en avez entendu parler, vous donnez la clé pour le trouver, et puis dire qu'il avait prévu ah non, il y a encore un point que j'ai oublié, qu'il avait prévu pour les engagements clandestins, le chirographe, le QS. Et puis aussi, une déclaration que le résistant sur le terrain était invité à remplir. C'est une déclaration de fidélité au général de Gaulle. Je pense que c'est pour aider le général dans ses difficultés qu'il a à cette époque-là avec les alliés, les Américains, les Anglais, et puis Giraud. Je pense que si on a pu mettre sur la table à Londres, c'est comme des pétitions en quelque sorte, si vous voulez. Enfin, ces déclarations de fidélité, ça peut faire réfléchir en disant, oui, ce de Gaulle, il est capable, avec ses juristes, il est capable de faire parvenir des textes et puis d'être en quelque sorte reçu par des Français. Et puis il a les moyens de faire acheminer à Londres du papier, vous voyez, les gens qui le reconnaissent. C'est des attestations. Ça aussi, c'est émouvant. Alors, il n'y a pas forcément une adhésion pure et dure. Moi, je suis tombé sur une adhésion générale qui est signée par un résistant de Côte d'Or que j'ai connu, il est décédé maintenant, mais communiste des années 30 jusqu'à sa mort, si vous voulez. Mais il s'engage, peut-être que pendant un temps, il reconnaît, si vous voulez, l'autorité du général. Ce n'est pas une adhésion politique certaine. Mais vous avez cette dimension-là aussi. Oui, en disant on a acheminé à Londres du papier, faut quand même que je pointe aussi qu'il y a eu des critiques par rapport à ce système juridique, à cette résistance juridique, si je puis dire. On conçoit bien qu'un résistant peut dire il nous envoie des décrets, on n'en a rien à foutre, nous ce qu'on veut c'est des armes, des explosifs, pour relativiser aussi. Mais il y a cette dimension, et moi je dis, cette dimension elle est méconnue, Comme quoi, encore une fois, l'histoire du droit, ça... D'exemple de... Oui, alors, bon, la deuxième partie, c'était... Mais on va aller vite, peut-être. On a jusqu'à quelle heure, Frédéric? Parce qu'on va...
3h30. Bon, la deuxième partie, c'était simplement pour vous dire que, ma foi, ce décret, il est arrivé à la production de documents, et ces documents, ils sont là, et puis vous invitez à les consulter. Alors, il y en a à peu près... Donc, à Londres, on ouvre un dossier au nom de l'intéressé, ou avec l'indicatif de l'intéressé, on n'a pas forcément le nom exact. Hein. On en a ouvert à peu près 16 000 qui sont conservés ici. Moi, personnellement, j'en ai dépouillé à peu près 2200, plus ou moins rapidement. Certains sont très minces, d'autres sont épais, surtout pour ceux qui ont été ensuite parachutés en France, les opérateurs radio, les saboteurs. Hein. Ça vaut le coup d'aller voir dans leur dossier. Et on trouve un certain nombre de choses, bien évidemment. Ces dossiers, je me suis demandé s'ils avaient été figés une bonne fois pour toutes ou pas. Je me suis rendu compte que non. Quelqu'un a dit ce matin qu'il y a des papiers qui étaient passés d'une série à l'autre. Enfin, à l'époque, ce n'était pas des séries, si vous voulez, mais d'un ensemble à un autre. Donc, on va trouver dans les dossiers dits de Londres qui auraient dû être gelés en bonne règle pour les archivistes à la Libération. On va retrouver des papiers qui certainement sortent de la série CSP. Et dans CSP, on va retrouver des papiers qui viennent de Londres. Par exemple, l'acte d'engagement qu'on a vu ce matin sur l'écran, il n'a rien à faire en CSP, il avait tout à faire dans le dossier de 28 P11 correspondants. Hein. Donc, les services. Alors, ces documents, ces dossiers ont été conservés ici et ils ont été exploités par la compagnie des services numéro 1 qui se présente, qui est le service liquidateur des archives du BCRA. Et quand vous dépouillerez de la série CSP, faites attention aux entêtes de lettres. Vous verrez compagnie des services numéro 1. Et vous verrez notamment que pour certains réseaux, il y a eu un échange systématique entre le bureau résistance et la compagnie des services numéro 1. Le bureau résistance dit, voilà, on a une homologation du temps au temps, qu'est-ce que vous avez ? La compagnie des services numéro 1 va accéder à ces dossiers, puis elle dit, elle répond soit, nous n'avons rien de nouveau, et on s'en tient là, ou bien dit, non, c'est pas le 1er janvier qu'il est rentré dans le réseau, mais c'est le 1er juillet, donc il va y avoir un rectificatif. Alors dans les dossiers CSP, vous allez trouver une pelure verte, c'est la copie de ce que le bureau résistance a envoyé à la compagnie des services numéro 1, c'est le service secret si vous voulez, hein. Et puis vous avez l'original de la réponse. On voit à ce moment-là qu'il y a eu, en 62 essentiellement, une recherche systématique pour certains réseaux. Je pense qu'il y avait des enjeux aussi, parce que, déjà même bien avant, bien sûr, il a fallu reconstituer les services secrets. Certains d'entre eux étaient compromis, si vous voulez, pendant l'occupation, et quant à la Libération, on a voulu reconstituer les services secrets. On s'est évidemment appuyé sur les dossiers de résistants. Ouais. Il y avait été radio pendant l'occupation, parachuté depuis Londres. On va probablement le retrouver opérateur radio en Indochine ou ailleurs. Voyez ? Ce qui peut expliquer aussi pourquoi pendant si longtemps ces dossiers n'ont pas été communicables. Il fallait protéger ces agents. Il n'a pas été que des résistants. Après, ils avaient fait autre chose. Voyez. Voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Et moi, encore une fois, ce que j'aimerais pointer du doigt ici, parce que vraiment ça me touche, c'est la dimension affective de ces chirographes. Pensez à ça. S'il est mort en déportation, c'est probablement un de ses derniers écrits. Et c'est parce qu'il s'est engagé qu'il a été arrêté et qu'il est mort en déportation. Merci. Alors maintenant, on va passer aux photos. Alors, j'en ai plus de 200. On utilise le temps qui nous reste pour regarder tout ce que vous voulez regarder. Et puis, si vous voulez aussi, je peux répondre à certaines questions, parce que je peux partager mon expérience. Alors, je suis désolé, on est obligé de s'arrêter là, malheureusement. En tout cas, merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, parce que c'était très intéressant. Voilà, Michel nous a apporté vraiment un éclairage précis et clair sur ces questions.